Mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on a déjà commencé les débats. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vendredi 25 novembre, mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord. Aujourd'hui, Jackie Isabello, bonjour. Vous êtes communicant, chef d'entreprise. Gaëtan Dussaucet, porte-parole du Rassemblement National. Bonjour. Bonjour. Nicolas Jeantet, directeur des Centristes et conseiller de Paris. Bonjour. Et Najwa El Haïté, docteur en droit public. Vous êtes avocate, porte-parole toujours de Territoire de Progrès. Non, il y a eu du changement. Voilà. Il y a du changement. Maintenant, je dirige un parti. Voilà. Qui s'appelle Demain. Demain. Juliette, mon petit, vous noterez. Donc un parti qui s'appelle Demain. Avec un S. Voilà, parce qu'il y a plusieurs demain. Exactement. Comme la chaîne de télé de Martine Moléon. Et vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Alors l'Assemblée... c'est vraiment le cirque, il n'y a pas d'autre. Hier soir, moi j'ai regardé jusqu'à minuit, c'était insensé quand même. McKinsey, une enquête ouverte, Emmanuel Macron donc avait dit qu'ils viennent me chercher, mais en gros s'il y a des preuves qu'ils aillent au pénal, et il y a une enquête qui est ouverte, et puis on parlera aussi de ces soignants non vaccinés. C'est quand même le débat aussi, doivent-ils être réintégrés? Commençons avec notre tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Nicolas Jeantet, on va commencer avec vous. C'est l'actualité 25 novembre. Je ne peux pas faire un coup de cœur en cette journée à toutes les femmes, en cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors je vais peut-être plomber le débat, mais à l'heure où je vous parle, en 2022, 121 femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon ou de leur ex-compagnon. Donc ce chiffre, il y en avait 122 en 2019, donc en 2021, donc ce chiffre va être bien sûr dépassé. Enfin, j'imagine, il reste encore 2 mois. Malheureusement, ce chiffre sera dépassé. Alors, 14% d'ailleurs des violences des femmes se disent victimes de violences. Oulala, ce matin j'ai du mal. Contre dans le couple, c'était seulement 9% en 2021. Donc ça veut dire que ce chiffre augmente. Alors, on pourrait s'interroger comment ça se fait que dans certains pays, comme l'Espagne, ce chiffre est en baisse. Et ça, je pense que c'est ça qui est intéressant. Il y a plusieurs choses qu'il faut noter rapidement. D'abord le dépôt de plainte qui est beaucoup plus facile en Espagne. Alors nous, dans le 15e, on a été très préfigurateur, puisque on a mis en place au commissariat une structure spéciale. On était les seuls à Paris il y a quelques années. On est d'ailleurs les seuls en France il y a quelques années. On a au commissariat de police une structure spéciale d'accueil de femmes avec 2 policières et une psychologue en permanence, quasi 24 heures sur 24 au commissariat, qui accueille ces femmes. Et deuxièmement, à la mairie, nous avons une adjointe spécialisée pendant les violences faites aux femmes, victimes et violences faites aux femmes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si les femmes ont peur encore, et elles ont encore peur de franchir le commissariat, elles peuvent aller à la mairie, rencontrer notre adjointe, discuter avec elle, et cette adjointe l'emmène après au commissariat pour porter plainte. Ça, c'est très important. Mais est-ce que le problème, c'est vraiment la plainte, c'est pas plutôt la justice Alors après, c'est le deuxième problème dont j'en ai parlé, c'est la justice qui est encore trop chère. Ça coûte très cher encore de porter plainte. Ce matin. C'est très élevé. Et puis, elle est trop longue, bien évidemment, puisqu'au final, au bout du compte, 80% des actions en justice sont déboutées. Donc, effectivement, il est encore difficile de franchir le pas, mais il est encore plus difficile d'aller dans les tribunaux. Je crois qu'une des réponses, d'ailleurs, beaucoup le disent aujourd'hui, c'est une juridiction spéciale. C'est ce qui est spécialisé et des tribunaux spéciaux. C'est exactement ce qui se passe en Espagne. Et puis, troisièmement, elle est trop longue parce qu'on n'a pas aujourd'hui d'aide financière pour aider les femmes. Nous, on sort beaucoup de ces femmes quand elles viennent nous voir. On a dans le 15e également 2 maisons pour charger d'héberger en urgence ces femmes, et elles restent 2 ou 3 jours. Et ensuite, il n'y a pas d'aide sociale pour aider ces femmes à trouver un logement. C'est ce qui se passe en Espagne. Donc, il faut aussi trouver, effectivement, reste bien évidemment le bracelet électronique. Il n'y en a pas assez. Il y en a 10 fois plus, 100 fois plus en Espagne. Il n'y en a que 900 et quelques en France. Et il faut vraiment mettre le paquet aujourd'hui sur tout ça. Oui, mais il n'y a pas non plus de volonté d'aller chercher les bonnes solutions. Je pense à Luc Frémiot, qui a été procureur à Douai et qui avait mené une expérience qui avait marché, qui avait fonctionné, où il avait très peu de récidives. Ce magistrat n'a jamais été écouté
écoutés, entendus par le ministère de la Justice. Donc ce sont des choses aussi comme celle-là où on voit qu'on est sur des affichettes dans des commissariats, sur des rustines et qu'il n'y a pas de choses. Je crois que le RN va aussi se préoccuper de la question. Parce que je voyais ce matin dans le Parisien, Emmanuel Macron veut accélérer la lutte contre les violences faites aux femmes. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. On veut tous accélérer. Bien sûr. Le problème, en fait, il est là, c'est qu'en ce qui concerne la cause des femmes et particulièrement la lutte contre les violences faites aux femmes, toute la politique du gouvernement n'a été qu'une politique de communication. Souvent, il s'était même fait élire en 2017 en disant que ce serait la grande cause de son mandat, et finalement, les résultats ont été très faibles. Et les chiffres que vous avez rappelés ce matin, d'ailleurs, le prouvent à nouveau. Donc, il y avait énormément... en fait, il faut maintenant passer de la communication aux actes, et c'est vrai sur un ensemble de domaines assez très importants du côté de la politique gouvernementale. On parlait des hébergements. Nous, pendant les élections régionales de 2021, on proposait la création de 8000 places d'hébergement d'urgence pour les femmes, mais aussi pour les enfants, puisque la plupart du temps, il n'y a pas la possibilité. La femme n'a pas envie de quitter le domicile, sachant que les enfants vont rester avec un mari qui potentiellement peut être violent, ou du moins a été possiblement auteur de violence à l'égard de sa femme. On avait aussi proposé, puisqu'il faut avoir des actions qui soient symboliques, mais aussi effectives, l'inscription au fichier des délinquants sexuels de ceux qui sont auteurs de harcèlement, notamment dans les transports en commun. Et là-dessus, la proposition a été faite notamment à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, et nous, on est dans le regret de constater que des personnes qui pourtant se revendiquent de ce combat-là, à commencer par le gouvernement, mais aussi les membres de la NUPES, ont refusé de voter cette proposition de loi parce qu'elle venait du Rassemblement national. C'est encore un autre débat. D'avoir un certain sectarisme politique ou partisan sur ce genre de domaine qui devrait faire consensus. Je crois que ça doit passer beaucoup par la proximité. Et je crois que c'est les maires qui ont un levier énorme pour essayer, les maires et les départements, un levier énorme pour eux, parce que l'État ne peut pas agir là-dessus. Non, mais il y a un problème, avec... Et puis un problème avec la justice. La justice, on le retrouve partout. Si on parle tout à l'heure des OQTF, on va encore un problème de justice. Il y a un problème avec la justice et sur ce délit particulier, souvent, c'est compliqué d'apporter la preuve. Exactement, et c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que moi, parmi mes clientes, j'ai des femmes victimes de violences conjugales, et autant vous dire que c'est vrai qu'elles-mêmes, elles souhaitent pas forcément déposer plainte, et je vais vous expliquer pourquoi. Elles ont besoin d'être rassurées tout d'abord, parce que qui dit dépôt de plainte dit enquête, et donc vous convoquez le mari violent. Mari violent qui peut être mis en garde à vue ou non. Et là, l'épouse ou la compagne n'a pas d'autre solution que de revenir au domicile. Et là, je vous raconte pas la suite. Et donc il y a cette crainte de déposer plainte et qu'une enquête soit fomentée, et puis le mari informé et appelé. C'est important ce que vous dites. Et donc ça, c'est essentiel, et on a tendance à l'oublier. Une fois que j'ai dit ça, côté justice, on parlait du coût. C'est très juste, hein, une procédure, oui, ça coûte cher. Mais personnellement, moi je peux pas parler au nom de mes confrères, mais moi ce type de dossier, je prends l'aide juridictionnelle. Il y a des avocats qui refusent l'aide juridictionnelle. Moi, j'en fais un combat personnel, et donc j'accepte l'aide juridictionnelle sur ce type de dossier. On parlait de la justice. Là, on peut pas dire que rien n'a été fait, parce que il y a quelques années, quand une femme allait déposer plainte, c'est vrai que les policiers qui recevaient ces femmes au commissariat refusaient d'accepter des plaintes. Évidemment. Et donc ils disaient, vous déposez une main courante. Sauf qu'une main courante, ça ne sert strictement c'est pour à ça rien. Que dans chaque commissariat, il faut une antenne dédiée, spéciale. Et il faut une formation aussi. Et il faut une formation, bien sûr. Des forces de l'ordre sur ces questions-là. On peut trouver des moyens. Dans chaque commissariat, une cellule spéciale d'accueil de femmes avec une femme policière et une psychologue. Et j'en terminerai par là, sauf que maintenant, les choses ont évolué. Une femme qui se rend au commissariat pour faire savoir qu'elle est victime de violences conjugales, eh bien, il n'y a plus de main courante possible. C'est automatiquement, je le sais, parce que maintenant, c'est automatiquement. Même si c'est une main courante, elle est ensuite effectivement utilisée par les policiers pour rechercher. Après, il faut faire attention quand même de ne pas trop taper la justice. Juste un mot, il y a quand même en France le respect d'un principe qui est le contradictoire, même s'il a des défauts. Je crois qu'il est fait au nom du peuple français. Et si
ces violences qui sont faites aux femmes, c'est dramatique. Encore aujourd'hui, on enregistre ce nombre de victimes, mais voilà, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Le mail n'est pas possible. Le mail n'est pas possible. Non, mais ça ne justifie pas. Mais ce que je veux dire, mon propos, c'était de dire attention quand on dit systématiquement, c'est la faute à la justice. 0,3 combien? Même pas 0. Il y a 1% de condamnation. Mais de jeter l'opprobre sur la justice, c'est pas l'opprobre sur la justice. Il faut une juridiction spéciale dans chaque département pour les femmes. Maître, vous le savez, le contradictoire il est mis en place par les gens de profession. C'est essentiel le principe du contradictoire. D'autant que vous le disiez Valérie, par moment, enfin c'est même pas par moment, c'est le manque de preuves. Moi, quand j'accompagne des femmes qui sont victimes de violences, je leur dis constituez un dossier, faites témoigner des gens qui sont témoins aussi de la violence psychologique. Il n'y a pas que physique, violence psychologique. Moi, je leur dis vite, allez voir un médecin pour faire une ITT éventuellement, pour venir au commissariat, effectivement, avec... Stop, 9h13, c'est la pub et on se retrouve dans un instant. Il va falloir qu'on accélère parce qu'on va pas pouvoir tout traiter ce matin. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à 10h, parlons vrai et on va essayer de se mettre d'accord avec Najwa Laïté, Jackie Isabello, Gaëtan Dussaucet et Nicolas Jeannetet. Alors on a pris du temps sur les violences faites aux femmes, c'est important, c'est la journée aujourd'hui de lutte contre ces violences. On continue Gaëtan, sujet d'actualité, les déserts médicaux. Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est une étude qui date déjà il y a quelques semaines qui a été une sorte de mise à jour des déserts médicaux, de la carte des déserts médicaux par l'UFC Que Choisir, mais qui montre quand même pas mal de choses et surtout qui oublie en fait un angle en termes de réponse des politiques pour essayer de lutter contre les déserts médicaux. On peut prendre des exemples. Moi, par exemple dans les Vosges où je vais régulièrement, on était passé il y a 1 an ou 2 à 2 villes sur le secteur de Saint-Dié, la circonscription de Saint-Dié-des-Vosges, qui étaient qualifiées comme des déserts médicaux, c'est-à-dire que vous avez 30 minutes de voiture à peu près pour accéder à un médecin généraliste et 15 à 20 minutes de voiture pour accéder à une pharmacie. Donc c'était considéré comme des déserts médicaux. Aujourd'hui, on est passé quasiment à une dizaine de communes, comme Vexincourt, Mortagne, les Rougeaux, etc. Et en fait, j'en discutais avec un ami qui finit ses études de médecine et qui me dit, mais je ne trouve nulle part une réponse adéquate de la part des politiques. Alors on parle souvent du numerus clausus, qui avait pénalisé pendant un temps la possibilité pour la France de se pourvoyer d'un nombre suffisant de médecins. On parle des incitations financières. Là-dessus, les collectivités d'ailleurs locales font énormément de travail en mettant des possibilités de ristourne sur les loyers, en permettant aussi des établissements collectifs pour que plusieurs médecins puissent travailler ensemble et du coup se sentir moins seuls dans leur profession. Et puis on parle même maintenant, c'est tantôt au Sénat, tantôt à l'Assemblée, de mesures de coercition où on va même imposer, finalement rendre obligatoire la venue des médecins dans un certain nombre de secteurs. Mais en fait, ce qu'on oublie très souvent de parler, c'est le principe que les médecins, parfois, ce n'est pas pour des raisons financières, matérielles, ils ne cherchent pas non plus la coercition et l'obligation, c'est tout simplement parce que dans les déserts médicaux, il y a aussi avant tout désert, et ça ne concerne pas seulement la santé, ça peut concerner par exemple la scolarisation des enfants. Je parlais des Vosges, dans les mêmes secteurs, vous avez des collèges qui ferment, vous avez en termes de sécurité la BAC de Saint-Dié qui ferme aussi pour des raisons financières et humaines, et en fait il y a toujours cette espèce de manie à la tête de l'État de ne pas avoir de vision sur le long terme, et d'être dans une gestion à flux tendu, où on essaye de régler des problèmes une fois que le problème est là, plutôt que de l'anticiper, et c'est pour ça que j'espère qu'un jour on pourra avoir, nous c'est ce que nous prenons, une politique un peu plus ambitieuse. Quelle est la solution à votre question? Il n'y en a pas. En fait, il faut toujours des solutions, il faut toujours envisager des solutions à court terme et des solutions à long terme. Le problème, c'est que toutes les politiques gouvernementales se sont focalisées sur le court terme. Alors, il y avait le numerus clausus qui est un moyen long terme, puisqu'on parle de 10 à 15 ans avant d'obtenir les résultats. Il y a évidemment, on parlera également des soignants suspendus, des mesures de court terme que l'on peut faire ainsi, et pourquoi pas une coercition même sur 2-3 ans en ce qui concerne l'implantation de médecins. Mais il faut aussi envisager une grande politique de réaménagement du territoire qui passera par ce qu'on appelle, nous, la démétropolisation, c'est-à-dire le fait de faire sortir 100 grandes villes en France qui deviennent finalement des pôles d'excellence dans un certain nombre de domaines universitaires, de recherche, technologiques, etc. et qui permet ensuite d'attirer de l'emploi, donc des familles et tous les services évidemment qui y sont liés, y compris celui de la santé. Ouais, bon, on va continuer. Voilà, non, c'est vrai. Mais ça va continuer. De toute façon, on a une population qui vieillit. La France va baisser son nombre d'habitants, puisque l'INSEE dit qu'à 2040, on passera à moins de 69 millions d'habitants. Donc effectivement, on aura de plus en plus de territoires qui sont des déserts
pas seulement médicaux, mais des déserts tout court. Voilà, maintenant... Je voudrais qu'on avance, parce qu'on a beaucoup de sujets. Jackie, vous vouliez revenir sur un sujet, un sujet important. Il y a qui plein paraît de choses, complexe, mais qui nous concerne. Il y a plein de choses qui dysfonctionnent en France, on l'a vu. S'il y a une chose qui ne dysfonctionne pas, c'est un point très important, puisque c'est ce que souhaitent tous les gens qui ont travaillé toute leur vie, c'est leur retraite. Et les retraites complémentaires des Français, les journalistes cotisent à l'Agirc-Arrco, l'ensemble des salariés du privé cotisent à l'Agirc-Arrco, et le gouvernement s'est mis en tête, alors que ce régime n'a pas de dette, est très bien apprécié de tous les organes de contrôle, s'est mis en tête de transférer les cotisations que nous réglons chaque mois vers la Banque de la Sécurité sociale. Ces retraites, elles sont gérées par les syndicats de salariés et les syndicats patronaux et sont très bien gérées. C'est un des rares dossiers sur lesquels ils se mettent en permanence d'accord. Au mois d'août dernier, la CGT a même dit qu'elle était d'accord pour revaloriser plus que l'État les retraites complémentaires. Et l'État nous dit... ça a l'air pas très bien fonctionner, je vais m'en charger. Mais c'est marrant parce qu'elles ont 90 milliards dans leur caisse de cotisation et en plus elles ont 60 milliards de réserves. Et là on se dit c'est marrant, l'État est perclus de déficit pour quelque chose qui va bien, il est en train de nous expliquer qu'il peut faire mieux. Évidemment, l'ensemble des partenaires sociaux de la CGT au MEDEF disent touche pas au Grisby. C'est assez scandaleux parce que comme le dit un spécialiste de l'économie, les retraites, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Donc il faut cesser ce projet. D'ailleurs, les parlementaires, dans leur très large obédience, dans une tribune au JDD, lors de prise de parole, ici même, Sophie de Menton l'a rappelé, on dit ne touchez pas à ça. Le Sénat a fait un rapport là-dessus pour expliquer que c'était très risqué. Et tous les éléments techniques ont été portés dans le débat public, et notamment, il faut le dire aux Français, si on transfère, il n'y aura pas la possibilité de contrôler ce qui a été fait, ce qui est aujourd'hui le cas lorsque Agirc-Arrco le fait. C'est-à-dire que chaque mois, eh bien, il dit tiens là-dessus, je vais appeler l'entreprise pour contrôler que Monsieur Dussaucet, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a une petite erreur dans la collecte de ces cotisations. Je vais vérifier si c'est. Mais ça ne sera plus possible demain si c'est transféré. Il faut le dire. Les retraites, très honnêtement, quand on a beaucoup travaillé, on n'a pas envie d'avoir de problème avec ça demain. C'est ce qui se préfigure si jamais l'État poursuit son projet. Najwa, on passe à votre coup de gueule. On l'a évoqué, nous, un petit peu hier, mais c'est important d'y revenir. Ça concerne le viol d'une patiente à l'hôpital Cochin en octobre dernier. Et ce viol s'additionne à d'autres crimes, hein, le meurtre de Lola. Le meurtre d'un prêtre catholique, le père Olivier Maire en Vendée, le meurtre de 2 jeunes femmes il y a 2 ans à l'Arme Blanche, gare Saint-Charles, à Marseille en 2017. Le meurtre d'un homme de 73 ans dans le 19e, donc là ça date de 5 jours. Et le point commun entre ces différents crimes odieux, c'est qu'ils impliquent des individus faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire ou qui, pour certains, sont en situation irrégulière. Donc on a l'impression que c'est sans fin. Et que l'État est complètement impuissant face à des crimes et des délits commis par des étrangers qui n'ont rien à faire en France. Je rappelle des chiffres de la délinquance, vous en parliez rapidement, je crois que c'était une auditrice qui l'évoquait. 48% des gens interpellés pour des actes de délinquance à Paris sont des étrangers. Ils représentent 55% à Marseille, 39% à Lyon. Donc il n'est donc pas étonnant que les Français jugent avec sévérité la politique menée par le gouvernement sur cette question. Et donc dans ce contexte, la réponse du ministre de l'Intérieur ne s'est pas fait attendre. Il a annoncé des mesures, l'inscription systématique des personnes sous OQTF pour savoir si réellement ces personnes ont bien quitté le territoire et d'avoir un chiffrage bien précis. L'assignation à résidence placée sous OQTF d'un étranger donc à une adresse fiabilisée et non de complaisance, parce qu'on sait aussi que quand ils sont placés en centre de rétention administrative, ils quittent ces centres et après on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Donc il y a aussi une autre annonce du ministre de l'Intérieur, c'est l'adoption d'un projet de loi sur cette question pour réduire les procédures en la matière, éviter les recours, les demandeurs d'asile. Donc pour en terminer par rapport à mon
coup de gueule. On attend beaucoup de ce projet de loi. Et la loi ne fait pas tout. Il faut que ce soit aussi avec des moyens et appliqué. C'est ça, c'est que cette loi soit appliquée. Le QTF, par principe, c'est une décision de justice et visiblement pas exécutée. Et puis on n'a pas parlé des laissez-passer consulaires. Là aussi, de toute façon l'hypocrisie de tous les ministres de l'Intérieur depuis 30 ans. On ne peut pas aujourd'hui, on évoque notamment le chiffre de 100% de QTF, mais on sait très bien qu'on ne pourra jamais réaliser ces 100% de QTF. Parce que d'abord, il y a le délai de fameux 30 jours qu'il faut d'ailleurs, je pense, annuler. Et on délivre, à mon avis, trop de QTF en France. Il faudrait se limiter, se concentrer sur les OQTF des personnes qui ont des problèmes avec la justice. Et déjà qu'on puisse renvoyer ces gens-là immédiatement, et ça ferait déjà beaucoup de bien. 9h26 sur Sud Radio, c'est la pub. On se retrouve dans un instant. On va revenir sur l'affaire McKinsey. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h. Alors l'éclat de rire pour moi, c'est Mathilde Panot qui se compare à Simone Veil. Alors là, franchement, je crois qu'on a dépassé les limites de les Français se demandent de plus en plus, vous avez raison Valérie, les Français se demandent de plus en plus, et on le voit dans les enquêtes du Cevipof, à quoi sert la classe politique. Il faut dire aux gens, la classe politique, elle sert à quelque chose. On le sait pour les gens qui connaissent la classe politique. Mais quand on montre aux Français ce genre de, pardon, entre guillemets, de conneries, alors c'est ça dessert la classe politique. 2, moi je ne paye pas des impôts pour que mes députés s'occupent de ce dossier. Et 3, c'est terrible parce que nous sommes envahis par les imaginaires américains. Parce que les Américains ont fait ce truc-là, on ne va pas revenir là-dessus. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec le constitutionnaliste. Laissez-moi terminer. Didier Mauss, le très grand constitutionnaliste, spécialiste des États-Unis. On a la classe politique que l'on veut. Bien, il se marrait en disant, écoutez, à part être envahi par les imaginaires des Américains, qui peut croire en France qu'on remettrait en question le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Enfin, je veux dire, personne n'a jamais ici pris ce genre de position. Vous ne savez pas. Vous avez eu la manif pour tous à un moment où il y avait quand même. Valérie, il n'y a pas eu de. Et puis il n'y a pas eu de débat tel qu'il a été mené par Simone Veil il y a 50 ans. Oui, mais l'Italie, c'est l'Italie. Dans ce cas-là, il faut sacraliser la baguette dans la Constitution. Tout est possible. Là, c'était une opération de communication. Honnêtement, on est d'accord, ils ont quand même autre chose à faire qu'à dire aux Français qu'il n'y a pas de risque de quelque parti politique que ce soit. Ils ne sont pas payés pour ça, il y a quand même d'autres sujets. Je ne voudrais pas qu'on refasse le débat, on l'a un petit peu fait hier, mais la question, elle est aussi sur les amendements, enfin les propositions qui ont été faites par la France Insoumise. On a des Français qui n'arrivent plus à se chauffer. Je signale au passage que GRDF fait grève et qu'il y a des gens qui ne sont pas chauffés en région parisienne depuis 15 jours parce qu'ils bloquent des entreprises qui vont couler parce que entreprises qui vont couler, les hôpitaux qui marchent pas, la santé, les justices, les OQTF, pas l'IVG. On est à parler des soignants non réintégrés. Enfin, franchement, ça surtout le nombre. Ça représente 0,03% des soignants. Je crois que ça concerne 500 soignants. Il faut le faire, bien évidemment, notamment dans les départements d'outre-mer où effectivement ils sont nombreux à ne pas être vaccinés. Mais ce qui était pire hier, c'est que le débat devait commencer sur le SMIC à 1 600 €. Et puis tout d'un coup, la France Insoumise, parce qu'elle pensait que ça passerait pas, est passée sur la corrida. Puis la corrida, ils sont passés ensuite parce qu'ils savaient qu'ils n'arrivaient pas à y arriver avant minuit. Ils sont passés sur les VG. Sur les VG, effectivement, je vous rejoins tous, on va pas refaire le débat sur les VG. C'était totalement, pour moi, inutile. Ça sert à rien d'inscrire les VG dans la Constitution. C'est une opération de communication vis-à-vis des États-Unis. Ils ont réussi, ils ont réussi d'ailleurs avec l'accord de la majorité, quand même. Il faut quand même faire attention. Et sur le troisième débat, sur la réintégration des soignants, là voilà maintenant que le gouvernement ne voulait pas, et le gouvernement a fait de l'obstruction parlementaire en présentant les amendements, les sous-amendements pour bloquer le débat, pour arriver à minuit moins 10, finalement en faisant le constat qu'on ne pouvait pas faire passer ces projets de loi. Donc c'était totalement scandaleux et c'était très très mal géré. En revanche, sur la classe politique, on a la classe politique que les Français veulent. C'est les Français qui ont élu les députés de la France Insoumise. Écoutez, moi je suis un homme politique. Je suis pas sûr que le général de Gaulle se soit dit les Français veulent collaborer, je vais
je travaille au Conseil de Paris. Le Conseil de Paris n'est pas un cirque, même si quelquefois avec Anne Hidalgo, ça l'est. Mais excusez-moi, on est sérieux et on travaille. Voilà. Mais c'est ce que j'ai dit. Alors, regardez, vous nous avez parlé de vrais problèmes tout à l'heure. Vous vous occupez de la violence faite aux femmes. Mais on ne peut pas donner ce spectacle aux Français. C'est la les Français, ils ne sont pas au courant de ce que vous faites dans le Français. Et ils voient qu'on a inscrit la l'IVG dans la Constitution. Il y a 20 ans, 30 ans, et on n'a pas la classe politique parlementaire. Le général de Gaulle est parti à Londres. Sinon, il se serait dit, je suis peinard, je suis général, j'ai ma retraite, je vais passer en deuxième section et je collabore comme tout un tas de gens. Non, c'est pas ça la culture de la France. Donc la classe politique, elle a aussi le devoir de montrer qu'elle est capable de voir un petit peu plus loin. En tout cas, c'est comme ça que moi je la vois et c'est celle que j'ai servie. Parce que ce spectacle à l'Assemblée nationale, je crois que beaucoup de Français l'aiment bien aussi, parce que ça fait partie de la... franchement, ça décrédibilise. Je suis pas d'accord. On dit toujours qu'il y a deux passions en France comme en Afrique, c'est la politique et le foot. Je trouve que ça décrédibilise. Après, oui, sur le fond, bien évidemment. Parce que déjà, je vais vous dire, déjà... à chaque élection, il y a un taux d'abstention énorme. Ça touche même maintenant les municipales. Donc, au contraire, le spectacle d'hier, moi, j'en revenais pas. Ah oui, moi, j'ai cité. Vous voulez qu'on va écouter ce député de la Guadeloupe hier qui s'exprimait à la tribune. Vulgaire. Écoutez. Tu vas la fermer. Ah non. D'ailleurs, il va estimer de son chef. Non, monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Servat, non. Interruption de séance. On ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour 5 minutes. Pas possible. Voilà. Ça a été comme ça pendant toute la journée. Hein. C'était comme ça pendant toute la journée. C'était aberrant. Non, mais comment voulez-vous, moi je vais vous dire, comment voulez-vous dire aux jeunes de parler d'une certaine manière, enfin, si déjà à l'Assemblée nationale c'est des gros mots, c'est de la violence verbale, le niveau y est même pas, c'est-à-dire que au contraire, ce serait des débats de fond. On parle, enfin, je veux dire, les attentes, et vous en parlez, vous l'évoquiez tout à l'heure. Je veux dire, il y a, sur le fond, non, mais heureusement, mais ça, d'accord, mais non, mais attendez, les Français sont pas dans. Pas de l'opprobre comme ça sur les Français ne sont pas dans les commissions, et puis les commissions ne sont pas, enfin, je veux dire, on n'assiste pas aux commissions par l'intermédiaire de la télévision. Là, les Français regardent les débats à l'Assemblée nationale. Et je suis désolée, c'est un triste spectacle. C'est un triste spectacle. C'est le débat qui est proposé par la France Insoumise. Et là, où je vous rejoins pas, moi je me réjouis au contraire du vote de l'Assemblée nationale qui consacre une solide avancée liée à. Je vais vous dire. Ça n'avance pas. Si vous me laissez. Laissez-la terminer. Si vous me laissez pas terminer, je vais pas y arriver. Et l'heure tourne. Non, mais moi je me réjouis de l'inscription de la protection de l'IVG dans la Constitution, parce que vous n'êtes jamais à l'abri bien, d'une prise de pouvoir par des conservateurs. Vous ne pouvez pas dire jamais. L'Italie, c'est ce qui s'est passé. Mais même l'Italie ne remet pas en cause le droit à l'IVG. Je suis désolée. Comment? Ils ne remettent pas en cause le droit de... Non, c'est faux ce que vous dites. C'est faux. Ils donnent la liberté aux médecins. Non, tous les cas, je veux pas qu'on refasse ce débat. Et donc, je continue. Donc, moi, au contraire, je me réjouis pour la raison que j'évoquais. Et puis, en Europe, il y a une montée du conservatisme et moins de protection de droits des femmes. Donc, moi, je m'en réjouis. Après, dire que oui, il y a des sujets prioritaires. Oui, il y a des sujets prioritaires. Quand on sait qu'à partir du mois de janvier, l'inflation va être à 2 chiffres, quand on sait que bien le directeur là, des restaurants du cœur disait mais je n'ai jamais vu autant d'influence, autant d'influence des familles, des jeunes étudiants, des retraités. Et donc on a de quoi être inquiet. Donc c'était pas la priorité. Non, enfin ce que je veux dire, la tauromanie, le débat sur la tauromanie. Les corridas. Non, mais c'était pas forcément la priorité dans le contexte actuel. Voilà. Mais là, c'était du wokisme pour vis-à-vis de États-Unis. Dans lequel on est, et puis faire de la démagogie, avec les soignants non vaccinés, ça représente, contrairement à ce que vous êtes nombreux à nous dire, ça représente 500 soignants sur 600 000 soignants. C'est un principe. J'entendais ce matin Christophe Béchu dans le Grand Matin Sud Radio. Il l'a très bien expliqué. C'est comme ça. C'est sous-jacent à ça, c'est la contestation de la vaccination. C'est vraiment ça qui est derrière. Sur cet événement-là, il y a eu quand même des gros problèmes de méthode. Moi, je suis pas d'accord tout à fait là-dessus. Mais... On a toujours dit qu'entre le fait d'être dans la coercition, l'obligation à tout prix, et le fait d'être plus dans l'explication, le dialogue, on a souvent, même à ce micro, j'ai souvent rappelé des exemples de direction d'hôpitaux
l'hôpital qui ramenait les familles des soignants pour leur expliquer autour de la vaccination, les rassurer, répondre à des questions, etc. Et forcément, le taux de vaccination derrière était beaucoup plus fort que dans l'établissement voisin qui, lui, ne l'avait pas fait. Mais juste pour revenir très rapidement sur ce qui avait été dit sur l'Assemblée nationale, évidemment, faut pas jeter l'opprobre sur toute la classe politique. De fait, c'est les moments les plus choquants, les plus perturbants que l'on voit, qui tournent sur les réseaux sociaux, que l'on montre aussi dans le média. Mais fort heureusement, 98% des travaux parlementaires et des travaux des députés sont quand même utiles, plus intelligents, plus modérés parfois, et y compris oui, il y a un vrai travail parlementaire qui est fait. Et puis n'oublions pas tous les élus locaux, dans la France. C'était le salon des maires. Il y a des maires qui gagnent 500 €, qui bossent 24 heures sur 24 dans des communes. On vit une économie de l'attention. L'économie de l'attention, c'est-à-dire que les gens croient ce qu'ils voient, c'est normal. La médiatisation des débats parlementaires. Juste quart d'heure culture, très rapidement. Bruno Fulini a écrit un bouquin formidable qui est petit, précis, des insultes en politique et qui montre, durant toute l'histoire du parlementarisme, les choses atroces qu'il se balançait à la figure. Mais c'était sur l'affaire Dreyfus, c'était sur la place de la France en géopolitique, c'était sur les forces armées, c'était pas sur une histoire. Le niveau, il était haut. C'est là où vous avez raison, il faut regarder aussi qui sont les auteurs de ces moments de trouble ou de ces moments de ridiculisation de la classe politique. Et c'est vrai que très souvent, on les retrouve de l'autre côté de l'hémicycle de là où on siège, c'est-à-dire au sein de la France insoumise. Il est vrai que la France insoumise se comporte très mal à l'Assemblée nationale, sont très souvent dans l'invective et l'interpellation, y compris pendant les questions au gouvernement, et puis passent leur temps à organiser des happenings devant l'Assemblée nationale, mais on n'est pas dans une AG étudiante, avec tous les respects que j'ai pour les vous le faites aussi, vous le faites aussi. Pour le coup, on s'est toujours très bien tenu là-dessus. Et on voit aussi, ils ont révélé un peu leur vrai visage. Vous l'avez rappelé, ils ont un peu révélé leur vrai visage sur leur sens des priorités et de leurs préoccupations. C'est vrai de sacrifier finalement la question du SMIC, de sacrifier la question d'une commission d'enquête, de création d'une commission d'enquête sur les Uber Files, la veille de la nouvelle sortie du PNF sur l'affaire McKinsey. Eh bien, on voit où sont leurs priorités. Ils ont servi la niche parlementaire pour faire de la communication. Voilà, ils ont largement préféré le sociétal au social, mais force est de constater que c'est pas ce qu'attendent les Français quand on va les voir et qu'on parle avec eux. Moi, j'admire les gens qui disent qu'on dit n'importe quoi quand on dit 500 soignants, ça concerne 500 soignants, mais enfin, c'est 500, ça représente 500 réellement infirmières. Le reste, ce sont des administratifs. Donc, c'est un débat qu'on n'arrivera pas à trancher parce qu'il y a les pour, les contre, etc. Mais ce sont des chiffres réels. Donc, 500 soignants, c'est pas ce qui va changer la face de l'hôpital. McKinsey, je voudrais qu'on en parle, ce cabinet de conseil. 3 juges d'instruction enquêtent sur la sincérité des comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. Et ça soulève la question des relations du président de la République et de son entourage avec ce cabinet de conseil qui a travaillé gratuitement pour lui et qui a obtenu des marchés assez importants, même très importants, par la suite. Donc le PNF se penche sur la question. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron au moment où on a parlé de cette affaire des cabinets conseils il y a quelques mois. Il n'y a aucun contrat qui est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics. Mise en concurrence, transparence, responsabilité de celles et ceux qui signent. Donc tout est clair là-dessus. Non mais donc, oui, sinon c'est du pénal. D'accord. Et donc que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation mette le contrat en cause au pénal. Alors sur le non-paiement de l'article, le non-paiement de l'impôt sur les sociétés. Non mais là faut être très clair parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Mais attention, je vous signale que le nom du président de la République n'a pas été mentionné, effectivement, par le parquet financier. Le parquet financier ouvre sur toutes les campagnes de 2017 et 2022. Et donc, tous les autres candidats peuvent être aujourd'hui interrogés. Ce n'est pas seulement sur la campagne d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a pas été cité par le parquet financier. Et ça soulève, pour moi, trois problèmes. Un, est-ce que ces cabinets ont travaillé gratuitement et que c'est pas rentré dans les comptes de campagne pendant les campagnes électorales? Ça, c'est la première question. Et effectivement, c'est interdit. Ce qui n'est pas interdit, en revanche, c'est que le patron de McKinsey, sur ses heures, sur les week-ends, travaille gratuitement pour la campagne. C'est le cas, malheureusement, aussi dans beaucoup de collectivités locales, où des directeurs de la communication, pendant la campagne, se mettent en vacances et travaillent. C'est vrai que c'est limite. Deuxième problème, c'est le favoritisme après, dans les marchés publics. Est-ce qu'ils ont été favorisés? Il faut regarder l'appel d'offres, il faut regarder si effectivement ils ont été respectés. Et puis, troisièmement, qui me choque encore plus, c'est
effectivement que McKinsey, c'est 1 milliard qu'ils ont empoché en 2021. 1 milliard. Ils n'ont pas payé 1 centime d'impôt parce qu'effectivement, c'est sur des paradis fiscaux. Et donc là, effectivement, ça choque. Et effectivement, lors de l'appel d'offres, on aurait pu voir effectivement qu'ils ne payaient pas d'impôt et éventuellement ne pas donner ces appels d'offres à McKinsey. Donc là, effectivement, est-ce qu'il y a de la monnaie d'échange? C'est toute la question qu'on peut se poser. On continue ce débat dans un instant, 9h43 sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à 10h, nous parlions donc de cette affaire McKinsey. Y aura-t-il affaire McKinsey? En tout cas, 3 juges d'instruction ont décidé d'enquêter sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. Vous avez assez bien résumé, Nicolas Jeantet, les enjeux, les différents enjeux. Je voyais le tweet à l'instant d'un journaliste qui expliquait que McKinsey avait, ça va vous parler sûrement, Jackie Isabello, McKinsey a lancé un appel d'offres pour nettoyer sa réputation en ligne avant l'annonce de l'enquête, notamment sur Google et Wikipédia. C'est ce que révèle la lettre A. Objectif, mieux faire connaître, je cite, les contributions positives à la France du cabinet de conseil. Voilà. Parce que la question, elle est celle-là. On a le droit de se mettre en disponibilité pour aider quelqu'un, sauf qu'après c'est le retour. Moi j'aurais une réserve par rapport à ça, c'est-à-dire on a le droit de se mettre en disponibilité à titre individuel. Bien sûr. Sauf que quand c'est McKinsey qui fait du pro bono, c'est-à-dire qui dit on va mettre à disposition du conseil dans le cadre d'une campagne de manière bénévole, je vous rappelle que c'est interdit. Les dons fait par des personnes morales, et là c'est l'article 52-8 du code électoral, eh bien une personne morale ne peut pas faire de dons dans le cadre d'une campagne. Donc oui, à titre individuel, non. Si c'est l'ensemble de la structure et la personne morale, c'est ce que vont regarder les enquêteurs. Si les mails envoyés, et d'ailleurs il y a un mail qui fait défaut, puisqu'il y a un mail qui a été envoyé pendant la campagne sur l'adresse mail de McKinsey. Donc c'est là que les juges sont en train, ils vont éplucher tous les mails depuis 5 ans. Donc ça, c'est dans 5 ans qu'on aura la réponse. C'est une enquête qui va durer 5 ans. Et pour le moment, le président de la République, il a son immunité. Donc, de toute façon, il ne sera pas. Mais il y a quand même une enquête pour favoritisme qui a été ouverte aussi. En favoritisme, mais recette de favoritisme. 1 milliard, c'est énorme. 1 milliard. C'est énorme, 1 milliard. Il a été rendu sur ça. Parce que c'est vrai que tout avait commencé d'abord sur les principes d'optimisation fiscale et le fait qu'en effet, il n'y avait pas un seul centime qui avait été payé par des cabinets de conseil, en plus étrangers, qui avaient quand même bénéficié de marchés très généreux, y compris sur la gestion de la crise sanitaire. Et donc tout ça, après, a débouché sur une certaine proximité, en effet, entre ces cabinets de conseil et les membres du gouvernement ou même le chef de l'État. Alors maintenant, il n'y a pas de remise en cause, évidemment, de l'immunité du président durant son mandat, parce que pour le coup, si on peut évidemment, et si la justice doit faire son travail, il faut aussi que les institutions tiennent et que le pays tienne. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette manie, une sorte de suspicion assez classique et même spontanée autour d'Emmanuel Macron entre les relations du chef de l'État et le milieu privé, le milieu des affaires et le milieu notamment des cabinets. Mais tout ça avait commencé par le financement de sa campagne électorale. Il avait fait des grands dîners. Et c'est quelque chose qu'on a toujours vu, mais aussi par le nombre de personnes qui travaillent aussi bien auprès d'Emmanuel Macron à l'Élysée que dans les cabinets ministériels et qui sont en fait des grands pantoufleurs de la République, qui passent leur temps à faire des allers-retours entre le privé et le public, et en plus parfois avec quand même quelques suspicions de conflits d'intérêts ou du moins de problématiques, on va dire, éthiques et morales. On peut prendre par exemple, c'était dans Les Voraces de Vincent Jauvert, un bouquin qui est sorti il y a quelques mois, qui était très bien fait. On peut prendre le cas, par exemple, d'Éléonore Leprêtre. C'est une ex-chef de cabinet du ministre de l'Agriculture de l'époque, c'était Marc Fesneau, et qui, une fois avoir travaillé avec le ministre de l'Agriculture, se retrouve chez Fitéis, c'est-à-dire le principal lobby. Il y en a plein de cas comme ça. Il y en a plein de cas comme ça, effectivement. Donc c'est vrai qu'en fait, tout ça, ça multiplie une sorte de suspicion sur la classe politique, et une classe politique particulière, comme celle d'Emmanuel Macron, qui lui-même fut un temps un banquier d'affaires, et qui, du coup, à mon avis, continue de creuser aussi le fossé, et c'est très problématique entre les Français d'un côté et les dirigeants de l'autre. Alors, vous connaissez
bien les appels d'offres. Non, moi, je suis assez surpris toujours de voir que le président de la République réitère les mêmes erreurs lors de l'affaire Benalla. Il nous avait dit qu'il vienne me chercher. C'est pour ça que j'ai confondu à un moment. Il réadopte encore une fois dans sa rhétorique lors de cette interview que vous avez citée cette espèce d'argumentaire assez véhément, très sûr de lui, quasiment indiquant ce qui pourrait être notifié par le PNF, ses premiers points. Après, eh bien, il faut quand même se rassurer, le parquet national financier, que ce soit le président de la République ou d'autres, eh bien, fonctionne. Hein. Il ne peut évidemment pas, à ce stade, je parle sous votre contrôle, maître, commencer à lancer sur la place publique des noms. Hein. Il va travailler assez méthodiquement. Donc c'est vrai qu'on tape souvent sur la classe politique. Eh bien, rassurons-nous de ce point de vue-là. Je pense que ce PNF, personne n'y croyait au début. Il s'est assez bien installé. Et juste pour faire une petite digression, bah oui, il a sorti l'affaire Pénélope, il y a quelques temps avec des spécialistes de l'extraterritorialité du droit américain, parce que vous savez que les Américains nous contraignent dans tout un tas de domaines en exportant leurs droits, et le PNF commence à être un peu un début de réponse. Et encore une fois, ils sont pas assez importants, il n'y a pas assez de juges, ils croulent sous les dossiers. Effectivement, ça va durer 5 ans, ça pourrait durer. Donc, suivons cette affaire-là. Manque de moyens, ça va durer 5 ans. Rappelons quand même que ça ne s'arrêtera pas. Hein. Jacques Chirac, à l'issue de ses 2 mandats, avait dû quand même répondre de tout un tas de comportements à l'époque où les relations, on va dire, ambivalentes entre le public, le privé et l'utilisation de l'argent public étaient un peu moins coordonnées ou un peu moins réglementées. Là, aujourd'hui, tout est assez clair. François Hollande, d'ailleurs, je crois qu'il n'était pas inquiété sur des rapports comme ça difficiles avec des grandes entreprises. Non, mais dans son entourage. C'est plus avec les femmes qu'il a eu des problèmes. C'est ce que j'allais dire. Mais c'est vrai qu'il y a eu Nicolas Sarkozy, il y a Jacques Chirac, il y a aujourd'hui Emmanuel Macron, mais il y en a un, finalement, que... Oui, puis après, rappelez-vous que sur la campagne du prédécesseur de Jacques Chirac, eh bien, Roland Dumas nous a expliqué que les comptes de campagne, eh bien, on était capable de dire, écoutez, certifiez-moi ça, même si on n'est pas sûr de ce qu'il y a dedans. Hein. Qui risque quoi dans cette affaire ? Dans cette enquête, c'est-à-dire Emmanuel Macron, vous l'avez dit, a une immunité. Il va sortir dans 4 ans. À la fin de l'enquête, il sera comme Sarkozy. Là, c'est surtout il sortira son immunité. Et là, il sera éventuellement mis en examen. Mais là, actuellement, c'est surtout son entourage qui aurait créé ces liens avec McKinsey. L'entourage. On a vu comment il s'est impliqué dans sa campagne. On a vu. Souvenez-vous les films. Il était maître de sa campagne. Valérie, il serait peut-être temps aussi qu'à un moment, lorsqu'on n'en parlera plus, que le Conseil constitutionnel, maître, je ne sais pas quel est votre avis, mais qu'à un moment, le Conseil constitutionnel nous délivre une doctrine pour dire, eh bien, si à la fin on se dit les comptes de campagne n'étaient pas sûrs et sincères, qu'est-ce qui se passe a posteriori? Est-ce qu'on est capable d'annuler le compte de campagne? Quelles sont les incidences par rapport à la campagne électorale? Enfin, il y a des vrais gros sujets. Si on demande la certification dans une entreprise, si un commissaire aux comptes, il y a un commissaire aux comptes il y a quelques années qui s'appelle, je ne vais pas donner son nom, qui a dit « Je ne certifie pas les comptes du RPR ». Eh bien, quand un commissaire aux comptes décide de ne pas certifier les comptes d'une entreprise, sa valeur en bourse, elle s'effondre immédiatement. Ça a des effets considérables. On a une commission nationale des comptes de campagne. Si cette commission nationale, eh bien, décidait que les comptes étaient insincères, ça doit avoir des effets considérés comme extrêmement importants. Là, ils étaient considérés comme sincères. La campagne de Balladur, elle était considérée comme insincère. Finalement, il n'y a pas tous en même temps. Je vais dire autre chose. Vous voyez, il y a un député qui a balancé quelque chose, il a été sanctionné, il y a un autre député là qui va être sanctionné. Derrière, on a l'impression que la machine parlementaire, elle dit... Bah voilà, on s'est dit ça, il vient pas 15 jours. On dit, oui, mais attendez, moi, dans le privé, si jamais je disais à une collaboratrice un propos raciste ou un propos... il y aurait, des conséquences. On s'aperçoit à un moment que la machine politique... elle s'épuise de devoir prendre des décisions qui auraient des conséquences extrêmement lourdes sur la vie publique. Vous voyez, je ne sais pas quel est votre avis, mais moi c'est un peu ça la différence entre le monde politique et le monde du privé, ça peut sembler peut-être un peu injuste, c'est que finalement le dernier qui décide, le dernier arbitre, ça reste le peuple et l'électeur. C'est au moment de l'élection où si quelqu'un vous estimez en effet que ou bien il n'a pas respecté ses promesses, ou bien il a eu un comportement qui était à sanctionner, et bien c'est les Français qui vont le décider de ne pas le reconduire dans
dans ses fonctions et dans son mandat. Et ça arrive régulièrement. C'est-à-dire que son nouveau c'est tous les 5 ans ou tous les 6 ans en fonction de l'élection qu'ils remettent en jeu en fait. Oui, mais la sanction, excusez-moi, la sanction, elle n'est pas. Excusez-moi, la sanction. C'est pas un CDI. Excusez-moi, la sanction n'est pas systématique puisque souvenez-vous, il y a quelques années, on parlait de la prime à la casserole. Ouais. Vous aviez des maires qui étaient considérés comme des bons maires, et là je pense notamment à Balkany, eh bien ça ne l'a pas empêché d'être réélu pendant 40 ans de vie politique. Donc voilà, la sanction n'est pas systématique. Les Français prennent leurs responsabilités et surtout je pense que ces sujets-là, contrairement à ce que l'on pourrait croire, sont quand même des sujets qui montent énormément aussi dans la société et que la société va aussi changer et donc le comportement électoral va aussi changer. Et je pense qu'on va demander beaucoup plus d'intégrité et d'éthique de la part des politiques et c'est une très bonne chose d'ailleurs. On rappelle que c'est la journée des violences contre les violences faites aux femmes. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Je vois Valérie Pécresse qui publie des tweets qu'elle a reçus, des menaces, des insultes. Alors vous allez me dire les hommes aussi certainement, mais celles pour les femmes, c'est pute, salope, chienne. Je vous encourage à aller voir ce qui se passe et puis ne rien laisser passer. Si des femmes nous écoutent qu'elles sont victimes de violences, c'est pas facile, mais c'est l'éducation. Oui, l'éducation. Et elles ne sont pas seules. Et elles ne sont pas seules, absolument. Mais et nos jeunes, je pense qu'ils ont fait un pas de géant quand je vois les enfants, comment ça se passe au lycée. Alors il y a toujours des choses différentes, mais on a révélé du harcèlement, mais quel département et ça dépend dans quel genre de lycée. Oui, non, mais on peut toujours trouver. Mais dans l'ensemble, soulignons quand même que nos jeunes garçons sont quand même beaucoup mieux éduqués qu'on ne l'était. Ah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pas du tout. Autre débat. Malheureusement, c'est fini. Yanis Marshall est notre invité, le prof de la Starac, prof de danse en talons peut-être. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai.